Quelques exemples de la musique de Verdi, en vous rappelant bien sûr, encore une fois, qu'il est primordial que vous les écoutiez, ces exemples, beaucoup plus importants que d'en rester à la théorie que je peux vous proposer. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'opéra. Ces extraits, si nous étions dans le cadre d'un cours normal, nous les aurions écoutés ensemble. Donc, je vais essayer de faire assez rapidement, mais vraiment, j'insiste, écoutez-les, ressentez comment cette musique et ses caractéristiques fonctionnent concrètement par les oreilles. Avec éventuellement le texte, avec éventuellement la partition, mais je dirais même plus facilement en regardant et en écoutant simplement l'opéra. Tout d'abord, Nabucco, quand même, pour voir un exemple des années de galère, un exemple du jeune Verdi, des années 40, et je vous propose de regarder ensemble le final de l'acte 4, le final du dernier acte, en fait, de l'opéra. On voit tout d'abord une chose qui est assez caractéristique, le fait que l'orchestre a encore ici un rôle essentiellement d'accompagnement. Même s'il est plus large que chez Rossini, pardon, ou même chez Donizetti, ça va continuer, il est encore utilisé comme une sorte de grand bloc accompagnateur. Et puis, pour insister sur l'importance de la dimension collective, comme je vous le disais dans les opéras de Verdi, vous avez ici un exemple parfait d'un ensemble, 4 solistes, 3 à porter, mais 4 solistes, associés au chœur. Le chœur, c'est un personnage collectif. Ici, sauf erreur, c'est le chœur des Assyriens plus des Hébreux réunis pour la dernière scène. Ce sont donc, bon, 2 en l'occurrence, mais bon, peu importe, disons un personnage collectif, le peuple, un peuple particulier, auquel se joignent des personnages individuels dans cette dernière scène. C'est très important dans les opéras de Verdi, on l'a dit, les chœurs et les ensembles, beaucoup plus que chez Rossini par exemple, et c'est aussi ce qui permet l'introduction d'un élément national, d'un élément collectif, comme dans les grands opéras français. C'est évidemment très important, la notion de peuple est indispensable à la notion de nation, c'est quelque chose qui est indispensable à la construction d'une vision, d'une idée artistique nationale. Bon, je vais donc passer rapidement en vous invitant pour la 3e fois essentiellement à l'écouter. C'est Nabucco aussi un opéra plus que sur la question nationale qui se développe sur le thème de la folie. La folie, un thème qui intéressait beaucoup Verdi dans les premières années de sa carrière, à la suite de Bellini et de Donizetti. Ici, c'est la folie du roi Nabucco, qui passe par des moments émotionnels et justement intellectuels, si je puis dire, très forts au cours de l'opéra, et qui va finir par se convertir, à la fois juive, devant le miracle que vous venez de voir passer dans la partition, la statue de Baal qui tombe d'elle-même, et donc finalement, il se convertit. Ce qui va donner l'occasion d'un énorme chœur que vous voyez ici, où tous les personnages, y compris Nabucco, se réunissent au chœur pour chanter a cappella Immenso Jehovah, qui non ti sente. C'est un chœur religieux, en l'occurrence, dans le cadre d'un opéra, mais on reparlera de la dimension religieuse chez Verdi dans d'autres exemples. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que c'est un moment fort où, en l'occurrence, l'expression de la ferveur, de l'énergie populaire, la réunification finale, hein, c'est une sorte de happy end dans Nabucco malgré tout, passe par la religion comme ça pourrait passer par autre chose. Et donc, c'est un de ces chœurs qui pourrait représenter une dimension nationale. C'est pas le chœur des Hébreux, mais c'est un peu le même genre de facture. Harmoniquement, c'est assez simple. Soliste plus chœur, a cappella, avec une dimension triomphale, des rythmes pointés, quelque chose d'assez caractéristique de Verdi, assez expressif par ailleurs, avec des sommets mélodiques très clairs. Bon, vous l'écouterez, vous verrez. Et puis apparaît la fille de Nabucco, Abigail, qui vient demander pardon à sa sœur Fénéna. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'opéra et de l'histoire, mais elle a mal agi dans l'opéra et elle vient demander le pardon. Et ce faisant, vous voyez qu'elle chante une sorte d'air, là on est encore assez proche du modèle rossinien, à ceci près que c'est plutôt un air à la Bellini ou à la Donizetti, accompagné par un violoncelle solo, comme vous le voyez, sotto voce, qui n'est pas très virtuose. La voix ne s'élève pas vraiment. On est déjà presque dans l'arioso. Comme vous voyez, c'est pas très richement orné, accompagné par un cor anglais, une association instrumentale assez originale. Bon, donc elle vient demander pardon, ça s'élève un peu, mais pas des masses, comme vous le remarquez, et c'est seulement au moment où elle va demander pardon à la fin qu'elle voit soudainement, elle se convertit au dernier moment au fond, elle voit le ciel qui s'ouvre, représenté par une flûte qui se tape des triples croches, en effet. L'harmonie est aussi intéressante puisqu'à ce moment précis où elle voit le ciel s'ouvrir, l'harmonie passe en mi majeur, et au dernier moment, alors qu'elle va s'effondrer, peut-être pour mourir, ça repasse, ne me maudissez pas, ça repasse en mi mineur. Elle tombe, cadde, elle est tombée, elle s'effondre donc. Le grand prêtre intervient en disant à Nabucco, en servant Jéhovah, tu seras le roi des rois, et c'est la fin de l'opéra.
triomphale, accompagnée par l'ensemble de l'orchestre, très verticale, très simple. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une construction très prédéfinie de cette scène, même si on a les ingrédients caractéristiques du final d'acte, la confusion dans la première partie, l'accumulation des personnages qui chantent tous en même temps, un adagio sur une sorte d'air soliste, mais vous voyez que l'air soliste, il s'est fait interrompre au coup près, vraiment, à la guillotine. Sur la dernière note de la pauvre Abigail, forte, il y a un coup de percussion d'ailleurs, si je me souviens bien, voilà, grosse caisse timbale, et tout l'orchestre entre forte, lui tranche la tête, si je puis dire, pour avoir ce final de l'opéra. Ça, c'est vraiment caractéristique de Verdi, les ruptures à l'intérieur de l'écriture, l'efficacité, le fait d'aller droit au but, ça pourrait aussi être une définition possible de Verdi, ce qui est pour le coup pas du tout le cas de Wagner, et ça se voit déjà dans les œuvres de jeunesse comme Nabucco. L'exemple principal que j'aimerais vous donner, je reparlerai un petit peu de Stifelio quand je parlerai de Don Carlos, c'est Rigoletto. Je sais que c'est long, les opéras italiens, mais si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vivement de l'écouter en entier. J'ai pris Rigoletto, j'aurais pu prendre la Traviata, c'est parmi les opéras les plus célèbres de Verdi, donc je peux espérer que vous en avez en tout cas déjà entendu parler, voire même que vous l'avez écouté, revu, voire chanté ou joué. Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande, vous n'allez pas être déçu, vraisemblablement. Alors, l'histoire de Rigoletto mérite qu'on s'y arrête 2 minutes. Il s'agit à la base d'une pièce de Victor Hugo, intitulée Le roi s'amuse. Je vous le disais, Verdi cherche très souvent des sources littéraires extra-italiennes. Il faut dire qu'à l'exception de Manzoni, il n'y a pas beaucoup d'écrivains et de dramaturges de qualité en Italie au XIXe siècle, notamment dans le mouvement romantique. Je l'ai dit, hein, les stars de Verdi étaient Shakespeare et Schiller, mais ici, on a affaire, comme dans la Traviata d'ailleurs, à une pièce française, en l'occurrence Le roi s'amuse de Victor Hugo. C'est une pièce qui raconte le libertinage qui régnait à la cour du roi de France François Ier, au XVIe siècle, où dont le roi lui-même était le chef des libertins. Bon, Verdi aurait voulu montrer la pièce telle qu'elle avait été écrite par Hugo, avec le personnage principal Triboulet, le bouffon du roi tel qu'imaginé par Victor Hugo, mais il a eu plein de problèmes avec la censure, et comme souvent pendant sa carrière, il a dû négocier pied à pied avec la censure pour faire passer telle ou telle idée, tel ou tel personnage, parce qu'il y avait des phrases qui n'allaient pas, des choses qu'un roi ne devait pas pouvoir dire, parce que ça portait atteinte à la dignité de la monarchie. Et justement, notamment à Milan et en général dans le nord de l'Italie, on vivait sous domination autrichienne, il fallait donc pas s'en prendre à l'institution de la monarchie. Et bon, finalement, Verdi et son librettiste ont été obligés de transposer l'action à Montou. Ce n'est plus un roi, c'est un duc. Ce n'est plus Triboulet, c'est Rigoletto, un terme qui est formé à partir de la référence au français rigoler, hein, c'est pour ça que ça ressemble au verbe français rigoler, en même temps qu'à Triboulet, le personnage inventé par Victor Hugo. Non seulement c'est un duc, mais c'est un duc d'un duché qui n'existe plus depuis longtemps, donc on risque plus, le duché de Mantoue, on risque plus d'offenser quiconque en dépeignant les mœurs dépravées du duc de Mantoue, et le librettiste a dû modifier un certain nombre de caractéristiques encore du texte à l'intérieur de la pièce. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui est assez connu, qui peut expliquer parfois certaines incohérences à l'intérieur du texte, parce que Verdi et son librettiste ont dû faire des concessions à la censure pour faire passer cet opéra. Donc, l'histoire telle qu'elle reste, c'est l'histoire du bouffon, du duc, en l'occurrence, Rigoletto, qui donc vit dans une situation, dans une cour extrêmement dépravée, où les mœurs sont très frivoles, et où le duc lui-même va courtiser toutes les femmes qui lui tombent sous la main. Ça sera justement incarné par sa fameuse chanson, son tube, qu'il chante à plusieurs reprises dans l'opéra, comme on le verra, la Donna Immobile, la femme est volage. C'est un personnage qui n'hésite pas à faire toutes les promesses du monde à tous les beaux yeux qui lui passent devant le visage, et plus si affinité, mais qui, évidemment, s'empresse d'abandonner ses promesses pour aller compter fleurette à une autre femme dès le lendemain. Et Rigoletto, c'est un personnage intéressant, alors que généralement, les personnages de Verdi sont plutôt d'un bloc, disons, représentent des sortes d'archétypes. On ne va pas fouiller leur inconscient ou leur psychologie profonde, comme on le fera chez Wagner, qui a toujours besoin d'expliquer 25 minutes pourquoi tel ou tel personnage agit d'une telle ou telle manière. Ce qui fait que Verdi est souvent beaucoup plus facile à résumer. Il faut encore que je puisse le prouver, mais enfin bref. Rigoletto est un personnage intéressant parce qu'il est ambivalent. D'un côté, il participe de cette ambiance de débauche, c'est le bouffon du roi, c'est lui qui se moque des invités, même les plus dignes, qui arrivent à la cour, et c'est une sorte de symbole donc de cette cour frivole et déshonorable, parce qu'il en fait beaucoup, il en rajoute encore à cette corruption.
Mais en même temps, on va découvrir, surtout au deuxième acte, que c'est aussi un père, il a une fille, il a perdu sa femme, mais il a une fille, Gilda, qu'il aime par-dessus tout, qui est son bien le plus cher. Et ce qui va se produire dans l'opéra, c'est que Gilda va aussi tomber sous les charmes du duc de Mantoue, suite à une conspiration des courtisans qui voulaient se venger de Rigoletto. Bon, donc le nœud, le cœur du drame, c'est que Gilda va tomber, la fille de Rigoletto, va tomber amoureuse du duc, dont Rigoletto est bien placé pour savoir que c'est, excusez-moi, un connard. Et donc, il aimerait pouvoir lui le prouver, mais comme vous savez, l'amour est aveugle, et Gilda, même si elle aime beaucoup son père, est malgré tout amoureuse du duc. Et bon, bah, je ne sais pas si vous savez comment l'opéra se termine, mais vous allez le voir. Donc, il y a à l'intérieur de cet opéra des éléments qui peuvent représenter des sortes de leitmotifs. Je vous conseillerais surtout d'écouter le troisième acte, mais ça pourrait être intéressant d'écouter aussi la fin du premier acte. Habituellement, je l'apprends aussi dans les cours collectifs. À l'entrée du personnage Monterone, qui apparaît à la cour, justement, c'est une sorte de grand d'Espagne, un personnage très sérieux, très noble, ce qui contraste avec ce qui se passe à la cour, complètement dépravé, comme je le disais. Et ce Monterone demande justice parce que sa fille ou sa femme, je ne me souviens plus, a été courtisée par le duc, ça ne devrait pas se faire, c'est un scandale. Bon. Et Rigoletto se moque de lui, comme vous le voyez ici, traduction anglaise, si vous préférez l'original italien, je ne parle pas italien, c'est pourquoi j'ai pris une traduction anglaise. Et Monterone, voyant qu'il ne va pas obtenir gain de cause, maudit le duc et Rigoletto. Le thème de la malédiction, qui est donné par un rythme pointé pam, papam, papam sur la note Do, va revenir, pas toujours sur Do d'ailleurs, mais va revenir à plusieurs reprises à l'intérieur de la partition, comme une sorte de leitmotiv, encore, hein, un parallélisme avec la carrière de Wagner, même si on a vu d'autres exemples, par exemple chez Meyerbeer, à l'intérieur de tout l'opéra. Et c'est intéressant parce que le duc, lui, il s'en fout, il ne prend pas ça au sérieux, alors que Rigoletto, comme vous le voyez, il prend ça complètement au sérieux. Lui, il est effrayé par la malédiction que Monterone a exprimée contre lui. Bon, je vous ai promis des extraits de l'acte 3. Alors, allons-y. Dans l'acte 3, le duc, qui a donc charmé Gilda, lors de l'acte 2, se trouve dans une auberge. Il va s'agir en fait d'un complot de Rigoletto qui décide qu'il en a assez et il veut assassiner le duc. Il veut venger l'honneur de tous les gens qui sont tombés enfin bref, dont l'honneur a été violé par le duc. Il décide donc de faire appel à un assassin, et cet assassin a une sœur qui tient une auberge. Enfin, c'est lui qui tient l'auberge, mais la sœur est, on va dire, l'attraction la plus sûre de l'auberge. Ça se voit particulièrement bien dans la mesure où le duc se rend à l'auberge. Je ne vous explique pas pour quelle raison. Il a manifestement quelque chose à raconter à la sœur de l'assassin. C'est dans ce contexte que le duc chante sa fameuse chanson du duc, la Donna Immobile. Mélodie que Verdi a défendu à ses chanteurs de chanter dans la rue avant la première par peur de spoiler l'effet, par peur qu'elle devienne célèbre avant même la création de l'opéra. C'est l'un des airs les plus célèbres de Verdi. C'est une sorte d'air. Donc, ça semble contrevenir à ce que je disais auparavant. On a en plus un ténor, un séducteur, qui chante un air sur une belle mélodie facile à retenir. Bah, je vous ai dit que Verdi rompait avec les codes de l'opéra, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, réfléchissez un peu. C'est intéressant de voir cet air, qui d'ailleurs n'est pas particulièrement virtuose, il est même plutôt trivial dans l'écriture et dans l'harmonie. Regardez l'accompagnement, poum, ploum, ploum. C'est vraiment très simple et ça ne va pas particulièrement décoller par la suite. Cet air, c'est plutôt une représentation d'un personnage négatif. Le duc, c'est Duca, c'est le grand méchant de l'histoire. C'est le personnage dépravé, comme je vous le décrivais. En fait, Rigoletto, qui est le personnage principal, il n'a jamais d'air à chanter. Lui, c'est un baryton, il est pratiquement toujours en mode arioso. Et c'est marrant comme Verdi joue avec les codes de l'opéra. Le ténor, c'est généralement le jeune premier, le charmeur, etc. Le personnage positif que la basse empêche de coucher avec la soprano, comme on le dit généralement dans le cadre de l'opéra, notamment italien. Là, ça marche, sauf que le ténor, c'est un personnage négatif. Et le personnage positif, même s'il est assez ambivalent, le personnage avec lequel on pourrait s'identifier, c'est Rigoletto, qui est un baryton et qui n'a jamais d'air à chanter. Donc, au fond, si Verdi écrit des airs, c'est plutôt pour les personnages négatifs. Les personnages, j'allais dire honnêtes, les personnages intéressants, les personnages les plus profonds, qui ne sont pas des dominants dans l'art romantique en général, mais en particulier chez Verdi, ce n'est pas le duc,
Ces Rigoletto, eux, ils n'ont pas d'air à chanter. Ils n'ont pas tellement de virtuosité, ils ne sont pas spécialement mis en avant. On verra encore ça assez régulièrement dans la carrière de Verdi, mais c'est intéressant de penser que cet air, qui est peut-être l'un des plus connus de Verdi, et qu'on considère souvent comme une sorte de sommet de son art, pas du tout. Verdi l'a utilisé et l'a fait volontairement un peu trivial, un peu simplet, pour représenter un personnage qui est lui-même trivial, qui n'a pas du tout de noblesse d'âme, un personnage négatif. Voilà pourquoi je dis souvent que les compositeurs sont connus pour les mauvaises raisons. C'en est un exemple frappant. Oui, c'est un air très sympathique et agréable à écouter, mais il est aussi super simple et il est fait pour sonner un peu grossier. Vous verrez que Verdi va encore même renforcer cet effet. C'est une chanson strophique. Hein. Généralement, on ne trouve jamais ça dans les airs, justement dans les scènes de Verdi, qui ne suivent pas la solita forma. Là, on a une répétition, c'est très clair, on va chercher l'aigu, enfin, c'est vraiment cousu de fil blanc. Reprise de l'orchestre, et hop, c'est parti pour la deuxième strophe. C'est donc une structure complètement carrée, qui ne ressemble pas du tout à ce que Verdi fait dans le reste de l'opéra. C'est quelque chose qui semble beaucoup plus simple et sans grand rapport avec la construction générale de la dramaturgie. Petite remarque, il n'y a pas de si aigu à la fin de l'air. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. La plupart des ténors vont chercher un si aigu à la fin de l'air. Il n'y est pas ici. Vous allez voir que lorsque l'orchestre prend ses droits, à partir de là, ça c'est encore le duc, pardon, mais lorsqu'on revient sur la scène comprenant Rigoletto, on a un changement orchestral complet. Il ne se passe plus du tout la même chose. Bon, je vous laisserai l'écouter. J'aimerais encore montrer après, donc c'est l'exemple de la fameuse chanson du duc, qui revient 3 fois dans l'opéra, on verra encore la troisième, le célèbre quatuor. Eh bien j'y suis, je commence justement ici. C'est très intéressant parce qu'on est dans le cadre d'un ensemble, dans un opéra. Si vous regardez la partition, vous dites, OK, on a 4 personnages qui vont chanter ensemble. Gilda, la fille de Rigoletto. Maddalena, c'est la sœur de l'assassin, c'est l'aubergiste. Le duc et Rigoletto. OK. Mais en fait, ces 4 personnages ne sont pas au même endroit. C'est donc un quatuor, en effet, mais un double duo. Vous avez 2 personnages qui sont dehors de l'auberge, qui regardent à l'intérieur, c'est Rigoletto et Gilda, parce que Rigoletto a dit à sa fille, viens, on va regarder par un trou dans les cloches de l'auberge, tu vas voir qui c'est vraiment le duc. Je te parie qu'il est déjà avec une nouvelle femme, et ça ne va pas manquer puisqu'il est avec Maddalena. Et à l'intérieur, vous avez le duc et Maddalena. Donc sur la partition, vous voyez 4 personnages, mais en réalité, si vous regardez l'opéra, et je vous ai mis une version filmée sur le site de la bibliothèque, vous avez un double duo de personnages. Et il y a donc déjà une mise en abîme intéressante de ce genre, si je puis dire, du quatuor. Mais ce qui est encore plus génial et qui explique la célébrité de ce quatuor, c'est en particulier dans la deuxième partie qui commence ici, dans la tonalité de Ré bémol majeur, le fait que les 4 personnages chantent chacun avec un style de vocalité complètement différent, chacun caractéristique de sa personnalité. On cherche donc pas seulement une manière de chanter qui serait le bel canto, mais une manière de chanter qui corresponde à chaque personnage. Je vous l'ai déjà dit avant, le ténor, le duc, il a des airs, des grandes envolées lyriques, alors que Gilda, c'est une soprano, vous allez voir ce qu'elle fait. Rigoletto, lui, il n'a jamais vraiment d'air, il est plutôt tout le temps un peu en moitié en récitation, en déclamation. Verdi ira encore beaucoup plus loin dans Othello, puisque j'en parlerai pas tout à l'heure, je vous le dis déjà maintenant, où il demande vraiment des styles de vocalité différents, et on sait qu'il l'a demandé aux créateurs des rôles, qu'ils ne chantent pas tous de la même manière. Iago doit être tout le temps un peu en train de ricaner, Othello doit être en train de crier, et seul Desdemone fait en gros un peu du bel canto. C'est donc très intéressant, et ça se voit dans la musique. Regardez ce que fait le ténor, je ne vais pas vous le chanter, mais vous imaginez un ténor, et vous regardez cette mélodie, c'est une phrase ample qui se construit lentement, charmeuse, disons. Une phrase de ténor qui est en train de canter fleurette à Maddalena, qui va chercher son la bémol aigu avec un crescendo magnifique, qui pose la phrase, une harmonie très simple, rossinienne, bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Un accompagnement poum, ploum, ploum, comme je disais avant, caractéristique. Maddalena, elle n'est pas très convaincue. Donc elle est en mode je ricane. Vous voyez qu'elle fait des notes très rapides, staccato, je ne l'ai pas très bien fait, syllabique, c'est-à-dire une syllabe par note, et puis pas très ornée, c'est en gros des notes de l'accord, donc elle se marre, quoi. Elle ne prend pas trop au sérieux dans un premier temps. Tandis que Gilda, qui je vous rappelle, elle est dehors, accompagnée par les violons, elle se plaint, elle est en train de pleurer, elle est en train de sangloter. Ah, est-ce possible, quel traître, il m'a pas trompé comme ça, il m'a promis qu'il m'aimait, etc. Ben si. Appoggiature, descente chromatique, assez caractéristique d'une ligne de souffrance, disons. Ça n'a pas du tout la même allure que ce que chante Maddalena.
Et puis Rigoletto, vous allez le voir intervenir après, le voilà, lui il est en récitatif. C'est pas une mélodie, on dirait un thème de la Renaissance. C'est une sorte de déclamation sur une seule note, ça n'a rien de lyrique. Alors que vous voyez que le duc va recommencer. C'est tellement vrai que le duc fait des phrases lyriques qui débordent le cadre qu'une fois que tout le monde a fini de chanter, lui, il est encore au milieu et on le voit qui dépasse avec sa phrase, qui va encore chercher son magnifique si bémol aigu. Voilà, c'est assez génial parce que vous avez vraiment 4 voix qui ont des personnages complètement différents. Je sais d'ailleurs que ce quatuor est parfois joué par des instrumentistes, c'est quelque chose de très connu, notamment en Italie. Bah, évidemment, les 4 personnages différents ont un rôle et donc une façon de jouer et de considérer la musique complètement différente. C'est donc une façon de renouveler l'ensemble, en l'occurrence, c'est pas un chœur, mais l'ensemble tel que hérité de Rossini et des finales d'actes, par exemple, chez Rossini ou chez Bellini et Donizetti. Double duo, plus en plus le type de vocalité qui change. Double duo, c'est une idée du librettiste, hein, mais les vocalités qui changent, c'est une idée de Verdi. Ok. Et puis alors, évidemment, la fin de l'opéra. Je vous ai dit que la chanson du duc apparaissait 3 fois. On va maintenant voir la 3e. Je dois reprendre l'histoire là où je l'ai laissée, ce qui n'est jamais très facile. J'arrive. Voilà. Rigoletto, je vous rappelle, il voulait assassiner le duc, parce que c'était la seule manière de mettre un terme à cette situation honteuse et voilà, que les choses allaient un peu mieux pour créer un monde meilleur. C'est un romantique, hein, on ne recule pas devant les actes les plus extrêmes s'il le faut pour atteindre un monde meilleur. Et donc, il a mandaté l'assassin, le frère de Maddalena, pour trucider le duc, alors qu'il est à l'auberge. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se trouvait à l'auberge. Bref. Et il l'a dit à sa fille, parce qu'il s'est dit maintenant, ok, Gilda a compris, elle a retenu la leçon, elle va plus aller vers ce personnage et trouver quelqu'un qui l'aime vraiment. Bon. Et donc, il a payé l'assassin, et l'assassin vient de lui livrer le corps dans un sac. Et donc, il porte le corps juste dehors de l'auberge, vous verrez si vous regardez la scène, et il croit que c'est le corps du duc, bien sûr, puisqu'il a payé pour qu'il soit tué. Et vous voyez qu'il commence à chanter, ça commence en récitatif, il commence à chanter quelque chose, plein de bémols, qui semble ressembler un peu à un début d'air. On a l'impression qu'enfin, ce personnage qui a été l'insecte pendant tout l'opéra commence à prendre de l'ampleur. Ça retourne en récitatif, il commence à aller vers les aigus, au moment où il dit « je vais jeter le sac à l'eau ». On a une cadence et on se dit « ah, un air va commencer, il va enfin avoir son air, ça sera le triomphe de ce personnage ». Et qu'est-ce qu'on entend? La donna immobile. Si majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le duc n'est pas mort. On l'entend chanter à l'intérieur de l'auberge. Et on l'entend chanter sa fameuse chanson. À ce moment-là où cette chanson intervient, c'est, pour Rigoletto, le sommet de l'horreur. Parce que lui, il croit qu'il a le duc sous forme de cadavre dans son sac. Il l'entend chanter. Il n'est donc pas mort. Vous voyez? Il n'y croit pas. Il croit que c'est une illusion. Et cette fois-ci, le ténor a son superbe si aigu. Et donc on n'est plus là pour admirer la virtuosité du chanteur, on est là pour être saisi d'horreur à entendre cet air qui ne devrait plus être là, le personnage devrait être mort. Qu'est-ce qui s'est passé, se demande Rigoletta. Il ouvre le sac, il découvre sa fille. Qu'est-ce qui s'est produit? L'assassin se disait, ouais, après tout, c'est qu'un bouffon, ce type, c'est pas bien grave si j'assassine quelqu'un d'autre. En plus, sa sœur lui a dit, c'est dommage quand même de tuer ce gars, pas forcément parce que c'est le duc, mais il est quand même joli garçon. Oh, franchement, tu pourrais pas tuer plutôt quelqu'un d'autre? Puis Sparafucile, l'assassin, se dit, ouais, après tout, c'est vrai que c'est qu'un bouffon, j'ai qu'à lui donner la première personne que je trouverai dans son sac, il peut faire tout l'esclandre qu'il veut, personne ne va l'écouter. Et donc, il dit à sa sœur, on va tuer la première personne qui viendra dans l'auberge, et on le donnera à ce bouffon. Et puis voilà. Gilda entend, en fait, elle n'était pas partie, elle était censée être partie, elle est restée là, parce qu'elle aime toujours le duc, elle entend ceci, elle se dit, je vais me sacrifier, puisque je l'aime, je vais me sacrifier pour lui. Et elle ouvre la porte de l'auberge. Et vous connaissez la suite. Et donc, Rigoletto reçoit, au sens figuré, un coup de poignard dans le cœur. C'est sa fille qu'il a entre les mains, avec un poignard, au sens littéral, cette fois-ci, dans le cœur. Et là où il était censé avoir un air, eh bien, évidemment, la situation est devenue tragique.
Mais puisqu'on est dans l'opéra, vous en avez déjà vu un extrait avec Meyerbeer, Gilda n'est pas encore tout à fait morte, et elle a encore assez d'énergie pour chanter une sorte de duo d'adieu pendant 4 ou 5 minutes avant de s'effondrer enfin. Même si, et d'ailleurs on l'a déjà dit à l'époque, hein, ça n'est pas particulièrement réaliste et ça a même un côté un peu ridicule, ce duo est assez magnifique parce que Verdi arrive à montrer que Gilda est entre la vie et la mort. Sa vocalité est, à voix harmonique aussi, est très étrange et complètement suspendue, et vous allez voir que l'orchestration, notamment avec les cordes très fortement divisées, les doubles bémols, est très fine. C'est quelque chose d'assez subtil et d'assez irréel. Je trouve que la partition le montre d'ailleurs assez bien. Bref, vous l'écouterez. Et finalement, comme Abigail dans Nabucco, elle finit par monter au ciel et sa voix va s'effondrer. Voilà. Je prierai pour vous au ciel. Elle est morte. Magilda est morte, montée de l'orchestre. Et sur quoi se termine l'opéra? Pas sur la chanson du duc. A la maledizione. Pam, papam, pam. Pardon pour la saturation probable. Le rythme pointé. Le leitmotiv que je vous disais de la malédiction. Une page plus tard, l'opéra est fini. Voilà, quand je parlais d'efficacité du drame à propos de Verdi, vous en avez un exemple très frappant. C'est pas une œuvre qui porte un message, éventuellement peut-être un message politique, le message réaliste, hein, les puissants sont des crevures et même si vous essayez de changer le monde, ça va se retourner contre vous. C'est un message qu'on retrouve par exemple de Lorenzaccio de Musset à la même époque, pour ceux qui connaissent. Peut-être qu'il y a ce message-là, mais c'est le message du texte lui-même. Verdi n'a pas l'air de vouloir faire passer un message particulier à l'intérieur de ses opéras. Par contre, ça vous frappe. C'est émotionnellement très fort. Et ça, c'est caractéristique de la musique et, disons, de la dramaturgie de Verdi. Bon, autre exemple. Je ne reviendrai pas sur Othello, c'est dommage, mais parce que je vais déjà parler suffisamment longtemps des autres extraits que j'ai choisis. J'aimerais cependant parler un peu de Don Carlos. Je vous rappelle que c'est un opéra français, vous le voyez ici, hein, la partition originale, sur une œuvre de Schiller, livret de Méry et Duloc, comme vous voyez ici, musique de Giuseppe Verdi, mais donc c'est un opéra en français. Là aussi, l'histoire est assez complexe. C'est aussi une histoire d'amour contrarié par la situation politique, pour une situation sociale, comme c'est pratiquement toujours le cas dans le cadre de l'opéra. Il y a une dimension collective qui est très importante, puisqu'on se situe à un moment crucial de l'histoire de l'Europe, où les rapports, notamment entre l'Espagne, la France et les Provinces-Unies, sont assez complexes. Mais donc, je ne rentre pas dans les détails. Si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à lire le livret et à écouter et à regarder l'opéra. Mais j'aimerais donner un exemple qui est aussi assez fameux, c'est le début du 4e acte de Don Carlos. Don Carlo en italien, on le connaît généralement plutôt sous le titre italien, mais rappelez-vous toujours qu'il s'agit d'un opéra français. Non, ça c'est encore le 3e acte, pardon. Voilà, page 39. 4e acte, 5 actes dans les tragédies lyriques, oui, c'est ce que j'allais dire, mais dans les grands opéras français aussi en général. Le personnage central de l'opéra Don Carlos, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tellement Don Carlos lui-même, qui lui est justement, disons, le héros de l'intrigue amoureuse, tragique, c'est le roi, le père de Don Carlos, le roi d'Espagne, Philippe II. Je vous encourage à écouter le début du 4e acte avec son introduction instrumentale. Je faisais même l'expérience habituellement en cours, lorsque je prenais cet extrait, de mettre l'introduction instrumentale, d'arrêter au moment où le roi va commencer à chanter, et de poser la question aux étudiants, qu'est-ce qu'il va dire? Et en général, on tombe assez proche de la réalité. Ce qui montre que Verdi commence à faire un usage de l'orchestre, en l'occurrence un violoncelle solo en particulier, un motif de violon assez caractéristique aussi, qui se combine progressivement vers la fin de l'introduction. Bref, il commence à faire un usage de l'orchestre qui va un peu au-delà de l'accompagnement. L'orchestre permet de nous montrer ce que les personnages pensent, même lorsqu'ils ne parlent pas, même lorsqu'ils ne chantent pas. Exactement comme chez Wagner. Et c'est ce qui va faire dire, entre autres, aux opposants, disons, de Verdi, et notamment à la jeune garde italienne dont Boito faisait partie au début, que le vieux Verdi était en train de se wagneriser. Et tout le monde n'a pas apprécié le rôle de plus en plus important de l'orchestre que Verdi mettait dans ses opéras italiens. Ce que va dire, alors moi là j'ai spoilé, ce que va dire Philippe, c'est non, elle ne m'aime pas. C'est une sorte de grande nostalgie mélancolique. Il le dit de façon comme dans un rêve, hein, comme vous le voyez ici dans la Didascalie. Et c'est le petit matin, il a passé une nuit blanche à méditer sur le fait qu'il n'est pas aimé par sa femme légitime, Elisabeth de Valois, si je me souviens bien, parce qu'elle aime son fils, justement, Don Carlos. Et la scène d'après est extrêmement célèbre et vraiment incroyable. C'est un cas très rare dans l'opéra, c'est un duo de basse.
d'un point de vue technique. Et c'est une lutte de pouvoir à laquelle vous assistez. On sort de l'histoire de l'amour. Vous avez l'introduction, le comte de Lerne y fait juste passer, vous avez l'introduction d'un personnage particulièrement fort, le grand inquisiteur, nonagénaire, aveugle, despotique. Il représente la religion dans ce qu'elle a de plus négatif, en tout cas pour l'esprit romantique. La religion oppressante qui vous empêche de sortir du cadre et du moule, qui s'oppose à peu près à tout, et en particulier au déploiement de la pensée, de la recherche et de la science, qui a un contrôle extrême sur le royaume et qui ne tolère pas le moindre pas de côté. D'ailleurs, vous allez le voir. L'inquisiteur entre, il est aveugle, je vous rappelle, et je vous invite à regarder la façon dont le livret est conçu. C'est assez génial, et la musique s'en fait l'écho. Philippe, c'est un personnage pas très décidé, pas très affirmé. C'est le roi, mais comme vous allez le voir, c'est un roi qui doute. Et donc, il engage un dialogue avec l'inquisiteur, que je vais vous lire. Oui, j'ai recours à vous, mon père, éclairez-moi. L'infant, c'est-à-dire mon fils, remplit mon cœur d'une tristesse amère, c'est un rebelle armé contre son père. Qu'avez-vous décidé contre lui? Tout ou rien, expliquez-vous. Qu'il fuit ou que le glaive, il n'arrive pas à finir sa phrase. Il n'ose pas évoquer l'idée de faire exécuter son propre fils, même si c'est un traître à la monarchie. Eh bien, si je frappe l'infant, si je le fais condamner à mort, est-ce que tu me pardonnerais? Est-ce que la religion me pardonnerait? La réponse de l'inquisiteur est extraordinaire. La paix du monde vaut le sang d'un fils rebelle. Tu peux bien sacrifier ton fils pour la paix du monde. Puis-je immoler mon fils au monde, moi chrétien? Dieu, pour nous sauver tous, sacrifia le sien. Qu'est-ce qu'on voulait répondre à ça? Peux-tu fonder partout une foi sévère? Partout, le chrétien suit la foi du calvaire. Le calvaire, c'est la colline où le Christ a été crucifié. Donc oui, la foi de l'inquisiteur est stricte. La nature et le sang se tairont-ils en moi? Tout s'incline et se tait lorsque parle la foi. Amen. Philippe se plie à la demande de l'inquisiteur. Bon, d'accord, puisque tu me le conseilles, je suis prêt à faire taire en moi la nature et le sang et à livrer mon fils à l'inquisition et à l'exécution. Mais vous avez vu que c'était un jeu de questions-réponses. Philippe II n'a plus rien à me dire? Non. L'inquisiteur a respecté la primauté du roi, mais maintenant c'est lui qui va parler. Jusqu'ici, Verdi, je parle tout de suite de la musique, Verdi a pratiqué une sorte de jeu de récitatif, de dialogue plutôt serré. La musique n'a pas encore vraiment décollé. Au début de la scène, vous avez entendu un motif, le motif du grand inquisiteur, donné par le bas de l'orchestre, qui fait régner une sorte de froid glacial dans la scène dès le début, assez extraordinaire. Vous l'écouterez une fois, vous ne l'oublierez plus jamais. Soudain, à ce moment-là, l'inquisiteur prend la parole et la musique va commencer à enfler de plus en plus, montrant que c'est lui qui tient le pouvoir, malgré les apparences, malgré le fait que c'est le roi qui a parlé en premier et qu'il a toujours l'air de lui demander la permission de parler. C'est lui, le grand inquisiteur, qui tient vraiment le couteau par le manche. Et il va finir par demander la tête de quelqu'un qui, d'après lui, a conspiré contre lui, contre la religion, le marquis de Posa. Et il se trouve que le marquis de Posa, c'est plus ou moins le seul ami du roi, le seul confident, la seule personne en qui il ait vraiment confiance. Et donc, pour la première fois de sa vie, Philippe II va essayer de se rebeller contre l'inquisiteur. Du haut de basse, du haut de pouvoir. Voilà, il essaie de lui expliquer, pour traverser les jours d'épreuve où nous sommes, j'ai cherché dans ma cour ce vaste désert d'hommes, un homme, un ami sûr, je l'ai trouvé. Réponse de l'inquisiteur, pourquoi un homme? Autrement dit, votre seul confident valable, c'est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un homme. Et de quel droit vous nommez-vous le roi si vous avez des égaux? Si vous cherchez des égaux, c'est que vous n'êtes pas vraiment le roi. Enfin, vous voyez le niveau de la discussion, c'est assez incroyable. Et ça commence à chauffer. Livrez-nous le marquis de Posa. Non, jamais. L'inquisiteur continue. Si je n'étais ici dans ce palais aujourd'hui par le Dieu vivant, demain vous-même, vous seriez devant nous au tribunal suprême. J'ai trop souffert ton orgueil ton orgueil criminel. Pourquoi évoquez-vous l'ombre de Samuel? Pourquoi voulez-vous faire comme Samuel, le roi sage et qui respectait la religion? De quel droit vous réclamez-vous de Samuel? Il y a plein de références, c'est extraordinaire. J'avais donné 2 rois à ce puissant empire, l'œuvre de tous mes jours, vous voulez la détruire. Que viens-je faire ici? De moi, quoi voulez-vous? J'ai oublié de vous dire avant, vous reverrez comment la musique intervient ici. Le dialogue devient de plus en plus serré. À chaque fois que l'inquisiteur prend la parole,
Il coupe la parole, c'est lui qui dirige l'harmonie. Je trouve ça vraiment extraordinaire dans cette scène. Le roi réagit à l'harmonie, il s'inscrit dedans, et à chaque fois que l'inquisiteur prend la parole, il fait bouger de nouveau l'harmonie, il va un petit peu plus loin dans la gradation. Même si il faut traditionnellement une voix plus puissante que celle de Philippe II pour cette scène, ce qui n'est pas facile, parce que Philippe II est le rôle principal de l'opéra. Donc, pour pratiquement 5 minutes de musique, il faut trouver une basse qui soit plus puissante que celle de Philippe II, mais au moins l'orchestre l'aide. Il est accompagné en particulier en permanence par les cuivres, ce qui est très spectaculaire et très impressionnant dans cette scène. Et ici, vous avez un moment où on passe en mode repentez-vous, vous pouvez encore éventuellement être pardonné. On a envie, quand vous entendez la musique, on a envie de plier. La musique représente vraiment le pouvoir du personnage. Le roi cède pas, et là, c'est le cataclysme. Là, c'est le conflit ouvert entre les deux personnages. Ça finit par s'effondrer. Philippe comprend qu'il est au bord du précipice, que s'il va contre l'inquisiteur, ça va tourner à la catastrophe, ça va être la guerre civile probablement. Et alors que l'inquisiteur est en train de sortir, il se dit, il faut que je rattrape les choses avant que ce soit trop tard. Mon père, que la paix descende entre nous, que le passé soit oublié, peut-être. Et Philippe finit sa phrase tout seul en disant « J'ai perdu, l'orgueil du roi fléchit devant l'orgueil du prêtre ». Bon, on est assez loin dans cette scène, rien que dans le texte, c'est déjà assez fort, mais si vous écoutez la musique, c'est encore plus vrai. On est très loin des clichés habituels sur l'opéra. C'est quelque chose qui est rare également chez Verdi, mais on a une représentation qui est celle d'une lutte de pouvoir, encore une fois, de deux personnages. Et ce qui est remarquable, c'est encore une fois que la musique nous montre qui domine dans cette scène. Elle nous fait comprendre par ses propres moyens qui dominent, ce qu'on va comprendre dans le texte seulement à la fin. La musique vous le dit déjà à l'intérieur de la scène. Elle vous explique déjà le rapport de force souterrain que vous trouvez à l'intérieur de la scène. Donc on voit que Verdi, au fond, un peu comme Wagner, commence à utiliser l'orchestre pour nous faire comprendre des choses plus profondes que ce que le texte seul nous dit. Et cependant, il n'utilise pas vraiment de leitmotiv, il n'utilise pas l'orchestre wagnérien, il utilise ses propres moyens. Ça semble être une sorte de tendance relativement naturelle de la musique à cette époque. D'ailleurs, on avait déjà dit que ça commençait à être le cas dans les leaders de Schumann, et chez Wolf, ça sera encore plus vrai. Il y a assez souvent des conflits ouverts entre la voix et le piano, qui n'expriment pas la même chose, et même parfois, ça se voit aussi chez Puccini, la voix elle ment au fond. La musique, parce qu'elle est en contradiction avec ce que fait la voix, vous explique que ce que dit la voix n'est pas vrai et qu'il y a une sorte de sous-entendu qui nie complètement ce qui se passe en réalité. Chose qui sera très importante dans la musique de film au XXe siècle. On en voit les sources déjà, par exemple, dans Don Carlos. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'aimerais vraiment que, plus que de m'écouter, malgré mon enthousiasme et ma passion pour ces différentes scènes que je vous ai montrées chez Verdi, j'aimerais vraiment que vous écoutiez ces scènes, en tout cas celle-là, si ce n'est plus, en essayant d'y retrouver ce que j'ai dit et, en général, les caractéristiques du style de Giuseppe Verdi. Et c'est là-dessus que je vous souhaite un très bon Noël et que je me réjouis de vous retrouver avec Wagner, quand même, au début de l'année prochaine.